Honorable Président du Sénat, représentant personnel du Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, Monsieur le directeur du bureau régional Afrique-PNUD, Monsieur le secrétaire exécutif de la Conférence économique africaine, Monsieur le vice-président de la Banque africaine de développement, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Madame la bourgmestre de la commune de Ngaliema, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Honorable Président du Sénat, représentant personnel de Monsieur le Président de la République. La cérémonie de ce jour marque l'ouverture de l'édition 2015 de la Conférence économique africaine ayant pour thème « Lutter contre la pauvreté et les inégalités dans les programmes de développement après 2015 ». Cette grande conférence internationale se tient pour la toute première fois dans notre pays en ces moments bien précis à la suite de grandes performances que la République démocratique du Congo ne cesse de marquer sur le plan économique sous le leadership de Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange. Le programme de la cérémonie d'ouverture se présente de la manière suivante. Vous suivrez tour à tour les adresses des personnalités ci-après. 1. Monsieur Abdoulaye Mar Dieye, directeur du bureau régional de pour l'Afrique. Monsieur Steve Kayizi Mzegerwa, vice-président de la Banque africaine de développement. Et Monsieur Carlos Lopez, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Enfin, interviendra le discours d'ouverture de la conférence économique 2015 par vous, honorable Président du Sénat. Avant de passer la parole aux intervenants de ce jour, nous avons l'honneur de signaler dans cette salle des éminentes personnalités et experts venus de 4 coins du monde pour participer à l'édition 2015 de la conférence économique africaine. De ce fait, nous leur prions de se lever afin d'être salués à la congolaise par des applaudissements très nourris de l'assistance. De vous lever. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Avec votre autorisation, honorable Président du Sénat, protocole à l'honneur d'inviter M. Abdoulaye Mar Dieye pour le mot de circonstance. Honorable Président du Sénat, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellences, Messieurs les Présidents des institutions de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Monsieur le vice-président de la Banque africaine de développement, honorables sénateurs, honorables députés, Excellences, Mesdames et Messieurs. Je suis heureux de m'adresser à cette auguste assemblée à l'occasion de la 10e édition de la Conférence économique africaine organisée conjointement par le Programme des Nations Unies pour le développement, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et la Banque africaine de développement en cette terre hospitalière qu'est la République démocratique du Congo.
pauvreté et inégalité. Deux thèmes pertinents qui nous guideront au long de cette conférence. Mais deux fléaux qui traversent le temps et défient impunément notre intelligence et notre volonté commune à venir à bout de leur emprise. Je souhaite inviter notre conférence à sortir des sentiers battus afin de faire preuve de créativité audacieuse et esquisser les pistes de résolution de la lancinante équation que nous pose encore l'inacceptable ténacité de la pauvreté et l'insoutenable persistance des inégalités. Cette situation est un déni d'humanité, surtout au regard des énormes atouts et potentialités tant humaines que naturelles de notre continent. Notre conscience collective est donc interpellée. Mesdames et messieurs, je voudrais, pour répondre à cette interpellation, invoquer Sir Henry George, qui, dans son ouvrage phare « Progrès et pauvreté », disait à juste titre « Ce n'est pas dans les relations du capital et du travail, ce n'est pas dans l'excès de population sur les moyens de subsistance qu'il faut chercher une explication du développement inégal de notre civilisation. La grande cause de l'inégalité dans la production de la richesse et partant, la cause fondamentale de la pauvreté, c'est l'inégalité dans la possession de la terre. La propriété de la terre est le grand fait fondamental qui détermine en dernier ressort la condition sociale, politique et par conséquent intellectuelle et morale d'un peuple. Or donc, tant que nous ne comprendrons pas que la terre, avec ses réserves et son potentiel, est la propriété commune et la ressource première de toute la communauté, et tant que les politiques publiques ne se fonderont pas sur cet axiome, nous ne viendrons jamais à bout de la pauvreté et des inégalités. Et il est heureux de constater que l'agenda 2030 qui vient d'être adopté le mois dernier à New York reflète bien cet axiome en prenant l'engagement très fort de ne laisser personne pour compte. Mesdames et messieurs, après 2 décennies de développement perdu, les performances économiques de l'Afrique de ces 15 dernières années doivent être saluées. Le développement du continent est orienté dans le bon sens. Mais pour ne laisser personne pour compte, le tempo devrait être accéléré et amplifié. Au cours des 20 dernières années, l'incidence de la pauvreté n'a reculé en moyenne que de moins d'1 demi-point par an. À ce rythme, il faudrait 10 années supplémentaires pour atteindre l'objectif des OMD de réduction de la pauvreté de moitié par rapport à l'année 1990. Par ailleurs, la persistance des inégalités continue à induire des pertes significatives de développement humain. 34% par an en Afrique contre 23% au plan mondial. L'éradication de la pauvreté et la réduction des inégalités, ainsi que les phénomènes connexes comme la mortalité infanto-juvénile et maternelle, la dégradation environnementale, les crises politico-sécuritaires, les mouvements migratoires non contrôlés demeurent donc des défis de taille pour le continent. Et ces phénomènes ne sont en aucun cas de simples externalités à résoudre au second degré. Il nous faut, dans une nouvelle approche du développement, internaliser ces externalités et les placer ainsi au premier plan dans la définition, le choix et la mise en œuvre des politiques publiques. C'est à de tels choix de politiques inspirées et audacieuses que nous sommes invités aujourd'hui. Dans ce contexte, un accent tout particulier devra être porté au premier plan sur la préservation, la réhabilitation et la gestion durable du capital foncier,
et une haute priorité devra être accordée de façon directe à l'autonomisation des femmes, l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat rural, l'entrepreneuriat social collectif et solidaire et l'élimination des préjugés et stéréotypes qui alimentent la discrimination, l'exclusion et la marginalisation. Mesdames et messieurs, à mon sens, 3 impératifs catégoriques devraient accompagner ces politiques publiques. Premièrement, l'impératif de la correction des dissymétries dans les systèmes de gouvernance mondiale. Dissymétries qui favorisent notamment les politiques protectionnistes et les subventions indues de certains produits agricoles au niveau des pays développés et qui obèrent le potentiel d'exportation des pays moins avancés. Dissymétries qui accordent un espace non régulé aux pseudo-politiques d'optimisation fiscale des multinationales et qui font perdre au continent près de 50 milliards de dollars par an. Dissymétries qui laissent encore impunie l'existence d'oasis fiscaux, atterrissent une bonne partie des 60 milliards de dollars de transferts illicites de ressources financières qui quittent l'Afrique chaque année. Le G20, ce devrait être un forum adéquat pour équilibrer la gouvernance économique mondiale et redresser ces dissonances qui alimentent la fuite des capitaux. Deuxièmement, l'impératif de la montée en aval des pays africains dans la chaîne des valeurs mondiales. Aujourd'hui, le poids de l'Afrique dans ces chaînes de valeur est inférieur à 6%. C'est là donc tout le sens d'accorder une primauté à la production et à la transformation agricole, au développement du secteur minier, au développement du secteur manufacturier, à la réactualisation des contrats miniers dans un sens plus favorable aux communautés locales et au développement de la culture de l'entrepreneuriat local avec une intermédiation financière plus favorable aux PME, lesquelles pourvoient plus de 50% des emplois en Afrique. Une telle approche améliorerait significativement la rétention de valeur dans les économies africaines. Et elle serait encore de plus grande portée si elle était mise en œuvre dans le cadre d'une politique d'intégration régionale. Troisièmement, l'impératif de construire et de consolider des États développementalistes, États qui sont guidés par une vision de développement à long terme, mais aussi États qui disposent d'une forte souveraineté fiscale et monétaire. Tant que les États africains ne porteront pas leur pression fiscale de leur niveau moyen actuel très faible de 14 à 18%, au-delà d'un seuil minimal de 20 à 24%, comme le recommandent au demeurant beaucoup d'études empiriques sur la question, ces États ne pourront pas enclencher un processus de développement soutenu. Par ailleurs, il me paraît difficile, voire illusoire, d'optimiser l'utilisation des ressources de l'Afrique avec la cohabitation actuelle de 39 monnaies différentes sur le continent. Une véritable fédération monétaire s'impose donc, et c'est une voie incontournable vers le développement harmonieux du continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre conférence, comme celles qui l'ont précédée dans cette série, offre une opportunité unique de réflexion novatrice et d'échange d'expériences. Je formule le vœu que de notre rencontre émerge ce qu'on pourrait appeler le consensus de Kinshasa pour l'éradication de la pauvreté et la réduction des inégalités en Afrique. Je vous remercie de votre attention et souhaite des délibérations très fructueuses à nos travaux. Nous invitons M. Steve Kayizi Zegueroa à prendre la parole.
Your Excellencies, Excellency Speaker of the Senate, representing President Kabila, Your Excellency Augusta Matata Prime Minister, Ponyo, Premier ministre de la République démocratique du Congo, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables invités, Mesdames et Messieurs, et je ne voudrais oublier personne. Vous me permettrez de commencer par remercier très sincèrement son Excellence Joseph Kabila, son gouvernement et le peuple de la République démocratique du Congo pour la chaleureuse bienvenue et l'hospitalité dont nous avons fait l'objet depuis notre arrivée ici il y a déjà quelques jours. Je suis à la tête d'une importante délégation de la Banque africaine de développement et c'est un immense plaisir pour moi de vous souhaiter à mon tour la bienvenue à cette conférence économique africaine 2015. Je voudrais également remercier les co-organisateurs et partenaires que sont le PNUD qui ont pris donc le rôle de chef de file dans la préparation de cette conférence, mais également la Commission économique pour l'Afrique pour leur collaboration et leur soutien. Je vous apporte, Mesdames et Messieurs, les salutations du président Adesina, président de la Banque africaine de développement, qui a pris fonction il y a seulement 2 mois et dont les obligations incompressibles ne lui ont pas permis de venir ici à Kinshasa. Mais il s'engage à venir ici, en République démocratique du Congo, dans un avenir très proche. Mesdames et Messieurs, honorables invités, en septembre 2015, vous vous souviendrez que les leaders du monde s'étaient réunis à New York pour adopter les objectifs de développement durable. Mais vous savez qu'ici, déjà en Afrique, nous connaissons de nombreuses contraintes qui devront être levées si nous voulons progresser. Le premier obstacle, c'est l'absence ou le manque d'infrastructures appropriées. À partir de sources commerciales, soit multiplié par 10. Excellences, Mesdames et Messieurs, vous me permettrez de conclure en disant que la plupart d'entre vous connaissez les étiquettes attachées à l'Afrique, à savoir l'Afrique qui se lève, les lions africains, mais toutes ces étiquettes resteront sans concrétisation si l'Afrique ne faisait pas les efforts au niveau national nécessaires pour éliminer la pauvreté, assurer une distribution équitable des revenus et des opportunités. Les mères, les pères de ce continent veulent voir davantage de leurs Africains fêter leurs premiers anniversaires plutôt que de mourir de malnutrition. Nous voudrions donc voir la malnutrition devenir une chose du passé. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président du Sénat, je voudrais vous remercier et remercier le gouvernement congolais pour avoir accepté d'accueillir cette conférence de l'année et je voudrais me féliciter du partenariat très fort qui unit la Banque africaine de développement, le PNUD et la CEA, ce qui a permis l'organisation de cette conférence dans cette belle ville de Kinshasa. Oui, aujourd'hui et non pas demain, c'est le temps, le moment d'en finir avec la pauvreté, d'en finir avec l'inégalité en Afrique. Je voudrais souhaiter à chacun d'entre vous des travaux fructueux dans les jours à venir. Je vous remercie. Monsieur Carlos Lopez à prendre la parole. Excellences, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, membres des autres instances de la République, mes collègues Steve Kaizi, vice-président et économiste en chef de la Banque africaine de développement, et Abdoulaye Mardié, secrétaire général des Nations unies, directeur régional pour l'Afrique du PNUD, Monsieur le gouverneur de la province de Kinshasa, distingués invités et membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de commencer par remercier le gouvernement de la République démocratique du Congo pour avoir accepté d'accueillir l'édition 2015
la conférence économique africaine, l'hospitalité légendaire des Quinois. Je suis heureux de cette conférence et qu'elle ait lieu à Kinshasa, une ville qui incarne la promesse de l'Afrique d'un avenir meilleur. La Commission économique pour l'Afrique est heureuse de collaborer avec la Banque africaine de développement et le PNUD dans l'organisation de cette conférence, la 10e. Comme vous le savez peut-être, les États membres ont appelé les commissions économiques régionales des Nations Unies, telles que la CA, à jouer un rôle proactif dans l'établissement de la nouvelle agenda du développement. Le programme d'action d'Addis Abeba sur le financement du développement, ainsi que la fraîchement approuvée Agenda 2030, le développement durable, nous demandent de nous mobiliser. Je suis donc particulièrement heureux que la CA puisse répondre à cet appel à l'occasion de cette conférence. Mesdames et messieurs, éradiquer la pauvreté tout en stimulant la prospérité est le défi le plus urgent pour l'Afrique. Nous semblons montrer des performances sur le dernier mois, avec un taux de croissance économique moyenne de 5%, bien supérieur à la moyenne mondiale au cours de la dernière décennie. Et pourtant, la réalité est, hélas, beaucoup plus dure quand on considère nos performances dans la lutte contre la pauvreté. À titre illustratif, alors que l'Afrique a un des taux mondiaux les plus élevés en population active, 2/3 de ses employés se retrouvent dans la catégorie de travailleurs pauvres. De ce groupe, les femmes accusent généralement une vulnérabilité d'emploi plus élevée que les hommes. Par ailleurs, 60% des chômeurs sont des jeunes. Ces données sont une représentation frappante de notre histoire récente de croissance sans suffisante génération d'emplois, avec des inégalités persistantes et un degré élevé d'insécurité humaine. Nous devons donc nous concentrer sur les implications d'une croissance non inclusive. Il faut commencer par dire que la croissance de l'Afrique, tant vantée, est une réalité. Que le continent réussisse à multiplier presque par 3 son PIB en l'espace d'une quinzaine d'années est en soi un exploit remarquable. C'est toujours un exercice risqué de déterminer les causes d'une réussite. Il n'en est pas autrement dans le cas qui nous concerne. Dire que cet exploit en matière de croissance a été accompli grâce aux objectifs millénaires est très partial. Affirmer qu'il s'est fait malgré les OMD serait absurde. La croissance de l'Afrique a été rendue possible par une combinaison de facteurs, certains internes, d'autres externes. Des tendances majeures telles que le changement démographique, technologiques et environnementaux ont contribué de manière décisive à façonner l'avenir du continent. La marge de manœuvre politique offerte par le passage d'une ère d'ajustement structurel prescrit vers celle où l'Afrique peut, plus que jamais, agir à sa façon, y a également beaucoup aidé. Davantage que l'aide publique au développement elle-même, c'est la réduction significative de la dette qui a changé les fondamentaux macroéconomiques. L'action du continent a bénéficié de la confiance apportée par de nouveaux partenariats établis avec des pays en développement à forte croissance, confiance qui a contribué à un changement d'attitude. Or, ce que nous avons eu jusqu'à présent, c'est une croissance sans qualité. Les Africains célèbrent des potentialités plutôt que des résultats. Pour avoir des résultats, il faudra insister sur la création d'emplois, l'inclusivité et la réduction de la pauvreté. Même si les OMD demeurent un travail inachevé, on ne saurait nier que le continent a réalisé des progrès rapides s'agissant de nombreux objectifs et cibles, en dépit d'une situation initiale défavorable.
Parmi les importants progrès accomplis figure la représentation accrue des femmes dans les parlements nationaux, l'augmentation du nombre d'enfants scolarisés dans le primaire, la réduction des écarts entre filles et garçons à ce niveau d'éducation, la réduction de la mortalité infantile et maternelle, ainsi que la prévalence des décès dus au VIH-Sida, au paludisme. En outre, des avancées notables au regard des indicateurs technologiques ont été enregistrées, le continent affichant des abonnements à la téléphonie mobile dépassant la moyenne mondiale et la croissance moyenne annuelle la plus rapide du nombre d'utilisateurs d'Internet. L'Afrique se situe aussi en tête du classement vis-à-vis de nombreux indicateurs mondiaux de représentation féminine. L'accroissement des inégalités peut être en partie attribué au peu d'attention accordée aux inégalités économiques et sociales dans les interventions liées aux OMD. L'expérience mondiale à ce jour montre que les inégalités ne s'autocorrigent pas. Au contraire, elles se perpétuent et se reproduisent au fil des générations. Par conséquent, il faudrait que les efforts visant à remédier la pauvreté extrême, à promouvoir le développement socio-économique et à préserver les intérêts des générations futures s'attaquent franchement au problème des inégalités. C'est ce que ces dernières réduisent les capacités productives de ceux qui en souffrent et privent ainsi la société de contributions dont elle a tant besoin. Toutes les inégalités, celle des revenus constitue sans doute la forme la plus marquée. L'Afrique, dont beaucoup de pays affichent une nette augmentation de ce type d'inégalité, est loin de faire exception à cet égard. Mais avec un coefficient de Gini moyen de 43,9% sur la période 2000 à 2009, elle représente les inégalités de revenus les plus marquées de tous les continents, à l'exception de l'Amérique latine, qui a une moyenne de 52,3. En 2010, 6 des 10 pays les plus inégalitaires dans le monde se trouvaient en Afrique, et plus spécifiquement en Afrique australe, qui apparaît comme la sous-région la plus inégalitaire du continent. Mais en dépit de ces fortes inégalités en Afrique, on assiste de plus en plus sur le continent à un recul du phénomène, quoiqu'à des degrés très variés suivant les pays. Sur un total de 35 pays africains sur lesquels on dispose de données, 13, c'est-à-dire à peu près 37%, ont connu une augmentation des inégalités de revenus, tandis que 19, à peu près 54%, ont enregistré une diminution de ces inégalités au cours de la période entre 1990 et 2012. En revanche, 58% des pays d'Asie ont connu une aggravation des inégalités, contre 32,3% où celles-ci ont diminué. Les pays d'Amérique latine aussi ont connu, au cours de cette période, une nette réduction des inégalités. Celles-ci sont accrues dans 20% des pays seulement, contre un abaissement dans 70% des pays. Pour inverser la situation, l'Afrique devrait rompre avec la routine. Appliquer les mêmes politiques et toujours davantage n'est pas la solution. Il est largement admis aujourd'hui que le continent doit poursuivre des politiques industrielles agressives, seul investissement pouvant lui permettre à la fois de stimuler la productivité agricole, tirer parti des dividendes démographiques et urbains, et moderniser les économies trop dépendantes du secteur informel. C'est seulement alors que nous pourrons célébrer la croissance, une croissance de qualité. Mesdames et messieurs, demain, on lancera le rapport 2015 sur les OMD, qui fera le bilan des réalisations des marathonistes africains. Oui, je dis bien les marathonistes, car du point de vue statistique, avoir des OMD qui sont les mêmes quand on part de distances très différentes, c'est l'équivalent de faire courir avec une même ligne d'arrivée les marathonistes et les sprinters. Un pays avec un taux de pauvreté de 8%
qui doit réduire de moitié en 15 ans à 4%, pas être comparé avec un autre qui a un taux de 80%. Nous avons donc fait juger des marathonistes avec des sprinters, les premiers étant en majorité africains. Ceci dit, nous avons redoublé d'efforts et nous avons avancé. Mais le plus difficile est devant nous. Il y a un nombre de menaces mondiales à l'horizon susceptibles de nous rendre la tâche beaucoup plus difficile. La croissance mondiale à laquelle la fortune de nombreux pays africains est liée se ralentit. Par exemple, les données sur la Chine suggèrent que le taux de croissance en Chine est maintenant le plus bas depuis la crise financière 2008-2009. Certains des risques associés à l'incertitude en Chine sont les cours de matières premières, tels que les métaux, qui sont en baisse depuis 2011. Les prix mondiaux de produits agricoles ont diminué de 8% par rapport aux niveaux globaux en février 2015. Selon les FMI, l'ensemble des prix des produits de base ont déjà diminué de 14% depuis. Ce sont des mauvaises nouvelles pour les exportateurs de matières premières et, par extension, de mauvaises nouvelles pour lutter contre la pauvreté, sauf dans le cas de pays importateurs d'aliments et de pétrole. Ces bonnes nouvelles sur le front de la nourriture sont cependant elles-mêmes tempérées par les risques liés au changement climatique et à la sécheresse, mais aussi à la dépression. Les dommages à la production alimentaire associés à la sécheresse se répandent à travers le continent. Plus de 30 millions d'Africains, 3% de notre population, auront besoin d'aide pour survivre à la saison sèche de cette année, après les pires sécheresses qui sont les pires sécheresses depuis 1992 et qui réduiront de moitié la récolte de cette année de base tels que le maïs, le riz et les haricots. Les pénuries actuelles soulignent que de nombreux pays restent trop pauvres, isolés de la rente. Par exemple, les turbulences du marché mondial, beaucoup de monnaies africaines baissaient de plus de 20% par rapport au dollar depuis le début de l'année. En outre, nous ne savons pas encore quels résultats la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la fameuse COP 21 de Paris, quels résultats elle fournira pour l'Afrique. Mais nous savons que les résultats de la COP 21, combinés à la mise en œuvre des objectifs de développement durable, va opérer un changement radical du paysage avec d'importantes répercussions sur le secteur privé et le programme de transformation du continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, compte tenu de ces développements récents, il n'y a pas de doute, la transformation structurelle de l'Afrique entraînera des aventures en territoire inexploré, pour lesquels aucun plan n'existe. Nous savons que l'informel et le manque d'accès à une éducation de qualité sont parmi les défis persistants de l'Afrique. Nous savons que la transformation structurelle va exiger beaucoup de capacités stratégiques. L'approche que la CA a de la question de la pauvreté, de l'inégalité, est par exemple d'effectuer des recherches novatrices en vue de désagréger les liens entre l'accès à l'éducation de faible qualité et son impact sur l'informel et l'inégalité. Voilà par exemple un chantier qui doit nous mobiliser tous. Avec l'engagement et la persistance, nous serons alors disponibles pour danser au rythme de la rumba congolaise. Merci. Très respectueusement, nous invitons Monsieur le Président du Sénat, représentant personnel de Son Excellence Monsieur le Président de la République, à prononcer l'adresse d'ouverture.
Monsieur le vice-président de la Banque africaine de développement, Monsieur le secrétaire général adjoint de l'ONU, secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, Monsieur le sous-secrétaire général, directeur du bureau régional pour l'Afrique, programme des Nations unies pour le développement, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, distingués invités, permettez-moi avant toute chose de vous exprimer ma joie ainsi que celle de toute la communauté nationale de voir la République démocratique du Congo accueillir la 10e édition de la conférence économique africaine. À cette occasion, je tiens à remercier les Nations unies et la Banque africaine de développement d'avoir choisi mon pays pour abriter les discussions autour d'un thème aussi important pour la plupart des pays africains. Lutter contre la pauvreté et les inégalités dans l'agenda après 2015 pour le développement. J'aimerais saisir cette occasion pour demander au vice-président de la Banque africaine de développement de renouveler mes félicitations à M. Akuwin pour son élection à la tête de la Banque africaine de développement et de lui réitérer mon engagement à soutenir son action pour le développement de notre continent. Mesdames et Messieurs, distingués invités, je juge le thème de ces assises, Kinshasa, bien approprié, car il met en exergue deux grandes préoccupations de l'Afrique, à savoir la pauvreté et les inégalités d'une part, et l'établissement de leur lien avec la croissance économique d'autre part. Aujourd'hui, on s'accorde à reconnaître que l'Afrique a, la dernière décennie, enregistré des progrès significatifs et remarquables sur le plan économique, la maîtrise de l'inflation, ainsi que les taux de croissance positifs enregistrés de manière continue par les différents pays africains, notamment la République démocratique du Congo, prouvent à suffisance que nos pays deviennent de plus en plus performants. Cependant, en dépit des efforts ainsi menés en vue de la relance de la croissance économique et de la reconstruction de nos pays, la pauvreté et les inégalités demeurent préoccupantes. Et, à ce titre, nous interpellent tous. En effet, il est clair à ce jour qu'il ne suffit pas de réaliser une croissance économique impressionnante pour assurer une répartition équitable de ses fruits. Mon pays en fait l'expérience depuis quelques années. Malgré ces taux de croissance avoisinant les 2 chiffres, les actions prises pour faire face aux inégalités, la problématique de la répartition équitable de fruits de la croissance se pose encore avec acuité. Une réflexion profonde a été engagée en interne sur cette question. Ainsi, les chercheurs congolais, mis par la même préoccupation, ont-ils mené une étude autour du thème inégalité politique, socio-économique et édification de la nation-État en République démocratique du Congo. Le gouvernement de mon pays a eu à présider la cérémonie de présentation des conclusions de cette étude appuyée par le PNUD et qui non seulement a analysé de manière indépendante la situation, mais a abouti à des recommandations que nous allons exploiter dans le cadre de notre processus de planification du développement à long terme. Les présentes assises nous offrent ainsi l'opportunité d'enrichir les réflexions et concevoir la planification de notre développement. Ceci montre davantage l'intérêt des réflexions auxquelles vous êtes conviés
c'est le moment où nous nous engager dans la mise en œuvre de nouveaux objectifs de développement durable adoptés le 28 septembre 2015 lors de sa 70e session ordinaire de l'Assemblée nationale des Nations unies. Mesdames et messieurs, distingués invités, la 10e édition de la conférence économique africaine qui s'ouvre ce jour est organisée à mi-chemin entre deux événements. D'une part, l'année 2015, qui s'achemine vers sa fin, conduit au terme de la mise en œuvre des 8 objectifs du millénaire de développement, et l'année 2016, que nous allons embrasser dans 2 mois, nous introduit dans une nouvelle ère de mise en œuvre des objectifs du développement durable. Ce qui concerne les objectifs du millénaire de développement, le bilan permet de constater que l'Afrique a pu faire des progrès indéniables dans les domaines essentiels tels que l'éducation primaire, y compris la parité entre filles et les garçons, la représentation des femmes dans les parlements, la réduction de la mortalité infantile, la lutte contre le VIH-Sida, la santé maternelle et l'amélioration de l'accès à l'eau potable. Les données statistiques de la République démocratique du Congo permettent également de percevoir des progrès consistants accomplis dans tous les domaines. En effet, du point de vue de l'évaluation globale de la pauvreté, mon pays a connu quelques avancées non négligeables, enregistrant une baisse des taux qui est passée de 80% en 90 à 63% en 1992. Mais en dépit de ces avancées, d'importants défis subsistent encore. Ils ont trait à la baisse encore lente de la pauvreté, malgré la forte croissance économique enregistrée depuis plusieurs années. La fragilité de la croissance qui reste encore faiblement diversifiée et vulnérable aux chocs de diverses natures, notamment la baisse des prix des matières premières. La faible performance du système éducatif, la réduction encore lente de la mortalité maternelle, le déficit énergétique et l'accès encore difficile à l'eau potable et à l'assainissement, notamment dans les zones rurales. Ce qui précède les 3 impératifs majeurs s'impose sur la voie du développement de l'Afrique. Il s'agit d'abord de concilier une croissance économique soutenue d'au moins 7% avec la réduction de la pauvreté et des inégalités. Il s'agit ensuite de concilier la prospérité engagée avec la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit enfin pour l'Afrique de combler le gap existant avec les autres parties du monde en matière de maîtrise de la science, d'innovation, en vue de relever de multiples défis qui soient d'ordre géodémographique, climatique, de développement. Mesdames et messieurs, distingués invités, les principaux défis relevés ci-dessus nous inspirent quelques idées forces que j'aimerais partager avec vous. 1. Les stratégies de croissance inclusive nécessitent d'être repensées et préparées avec minutie, en tenant compte des spécificités de chaque pays. À défaut de le faire, les inégalités créeront un sentiment de frustration, lequel fera le lit de l'instabilité et du désordre et occultera injustement tous les progrès réalisés. 2. Dans un contexte économique mondial dominé par la présence d'entreprises multinationales, comment assurer des revenus justes aux États, particulièrement ceux à vocation minière, sans compromettre l'incitation à investir, ni encore moins la paix? Je soumets cette question aux brillants économistes, chercheurs et décideurs réunis dans cette salle. 3. Les experts nous enseignent une part prépondérante de la valeur ajoutée de nos économies repart à l'étranger et ne bénéficie pas ainsi à nos populations. La République démocratique du Congo, dont la croissance économique est en grande partie liée par le secteur minier, n'échappe pas à cette situation. Il est donc important que les Africains participent davantage à la création de la valeur ajoutée
sur leur sol, car il n'y a pas de meilleur moyen de réduire la pauvreté que par le travail. Cela implique l'existence de ressources humaines capables de créer, d'innover et d'entreprendre sans limite. Ainsi, un renforcement complet de nos systèmes éducatifs, de formation, de santé et des infrastructures de base s'impose, afin d'assurer à notre jeunesse non seulement un savoir, mais aussi un savoir-faire et un savoir-être. C'est aussi la condition nécessaire pour permettre à notre secteur agricole, qui occupe les 2/3 de notre population, d'accroître sa productivité et de sortir de la logique de l'autosubsistance. 4. L'Afrique doit aussi relever le double défi d'une démographie dynamique et d'une urbanisation galopante. Bien gérer ces défis pour devenir des atouts majeurs pour bénéficier du dividende démographique et accélérer une transformation structurelle créatrice d'emplois décents et source d'une meilleure protection. Puis-je vous demander de vous inspirer des expériences de pays ayant relevé ces défis pour nous recommander des pistes d'action. 5. L'urbanisation doit aussi aller de pair avec l'accélération de la fourniture de biens et services sociaux de base tels que le logement, l'éducation, la santé, l'eau et l'électricité. Dans ces différents domaines, la République démocratique du Congo a entrepris des réformes favorables aux investissements privés en vue de permettre le développement de l'offre. Cependant, de manière plus large, l'urbanisation doit être l'occasion de recenser l'organisation de nos villes pour en faire des lieux de développement durable et des piliers de renouveau industriel qui s'appuiera sur nos ressources naturelles, notamment agricoles, et la montée de nos classes moyennes. 6. La question de la résilience des économies africaines devra être aussi l'une de vos préoccupations durant ces travaux de Kinshasa. Quelles pistes d'action pouvez-vous proposer pour renforcer la résilience de nos économies? 4. Et 7. L'Afrique qui a très peu contribué au réchauffement climatique avec 4% des émissions mondiales est le continent le plus à risque d'une augmentation de température à plus de 2 degrés Celsius. Elle est d'autant plus vulnérable que ses capacités d'adaptation aux effets du changement climatique sont faibles et dispose cependant d'atouts considérables. Un renforcement de nos États, de nos communautés, de nos peuples à gérer les conséquences de ces changements s'impose. Mon pays en est un parfait exemple, avec ses performances économiques actuelles, 8% en moyenne par an, depuis 2010. Sa démographie dynamique, ses ressources naturelles et l'attrait qu'elle exerce du fait de son potentiel dans des domaines variés. La République démocratique du Congo symbolise à elle seule les défis et les futurs possibles du continent dans son ambition d'émergence via une transformation économique inclusive et durable. Elle symbolise aussi à travers ses ressources forestières, hydriques, essentielles pour la survie de l'humanité, le sens de responsabilité, la contribution attendue de l'Afrique par rapport aux grands enjeux environnementaux de l'heure. Mesdames et messieurs distingués invités, mon vœu le plus ardent est que nos réflexions dans le cadre de cette conférence aboutissent à des recommandations simples et pratiques permettant à nos gouvernements d'offrir des services efficaces susceptibles d'accélérer ces changements culturels indispensables dans la relation de l'homme africain avec l'entreprise, l'innovation et le calcul économique. Dans cette perspective, mon pays a, depuis 2001, amorcé un processus passant par la stabilisation économique, la normalisation de la coopération avec la communauté internationale, la stabilisation du pays, le renforcement du rôle de l'État, la relance économique, la reconstruction du pays, la modernisation des principales infrastructures socio-économiques de base. Les chemins parcourus depuis mon avènement à la tête de l'État en janvier 2001 jusqu'à ce jour sont très exactement la période couverte
par la mise en œuvre de l'OMD, mais permet d'affirmer ma fierté légitime d'avoir contribué, avec l'appui du peuple congolais et de nos partenaires extérieurs, à ramener ce grand pays sur la voie de la paix, de la démocratisation et du développement. Certes, le défi de l'inclusion reste de taille, mais le peuple congolais est aujourd'hui en état de pouvoir aborder le défi du développement durable et de l'émergence avec plus de sérénité. Nous tenons à poursuivre notre marche vers l'éradication de l'extrême pauvreté et des inégalités. Cette marche va se poursuivre dans le cadre d'un processus de développement guidé par une vision à long terme et sous-entendu par un plan de développement à moyen et long terme susceptible de nous permettre de progresser vers nos objectifs. Parlant de ma vision pour la République démocratique du Congo, permettez-moi de vous assurer que des perspectives meilleures pour l'opérationnalisation satisfaisante de l'agenda et du développement pour 2015. En effet, si les progrès réalisés dans la mise en œuvre des OMD ont attesté que beaucoup reste à faire, je voudrais souligner ici que le défi sera relevé dans l'agenda post-2015, avec des acquis liés à l'amélioration du contexte politico-sécuritaire du pays, à l'approfondissement des réformes, à l'amélioration de la gouvernance, à la consolidation et à l'exclusivité de la croissance et à la diversification des bases productives de l'économie. La République démocratique du Congo réalisera des effets significatifs en matière de développement humain d'ici 2030, la nouvelle échéance pour les objectifs de développement. Par ailleurs, j'aimerais indiquer que notre plan de développement sera mis en œuvre progressivement à travers des plans quinquennaux inscrits dans une durée à long terme, 2017-2050. Ces plans visera à faire de la République démocratique du Congo successivement un pays à revenu intermédiaire en 2020 sur fond d'une transformation de son agriculture, un pays émergent en 2030 grâce à une industrialisation forte soutenue par le développement du secteur énergétique en appui avec le secteur des industries minières et agricoles. Enfin, un pays développé vers 2050 grâce à une économie verte et du fait de la création d'une société basée sur la diffusion du savoir et des connaissances. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne puis terminer mon propos sans réitérer mes vifs remerciements à la communauté internationale pour son engagement et son soutien dans la mise en œuvre des politiques de développement en République démocratique du Congo. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la 10e édition de la conférence économique africaine sur le thème « Lutter contre la pauvreté et les inégalités dans la déjà post-2015 pour le développement ». Et je vous remercie. Le président Léon Kongouadondo qui a lu le discours d'ouverture de la 10e conférence économique africaine à la place, en lieu place du président de la République. Ainsi prend fin la cérémonie d'ouverture de la conférence économique africaine édition 2015.